Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Voici les informations que nous allons développer ce samedi 4 décembre. À Raivave, un conflit a éclaté entre un entrepreneur et une association de défense de l'environnement pour quelques poissons capturés dans le lagon et destinés à la vie en aquarium. Le petit business n'a même pas encore été lancé que déjà tout a été bloqué. On vous en dit plus dans un instant. 25 ans auprès des personnes délaissées par la société polynésienne et qui font face à de grandes difficultés de réinsertion. L'association Emauta gère aujourd'hui 6 centres d'accueil. Dans ce journal, nous irons dans 2 d'entre eux pour mieux comprendre l'importance de ce soutien. Et juste après, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec le président de l'association Emauta, Manutea Gay. Près de 2 ans maintenant que le port du masque est exigé. Récemment, c'est le pass sanitaire qui est venu accentuer ce protectionnisme sociétal. Comment le vit la population polynésienne? Nous vous avons posé la question. Plus d'une centaine de jeunes enfants âgés de moins de 12 ans ont pu s'affronter lors d'une grande journée de rugby aujourd'hui à Aroué. Les clubs de l'île de Tahiti s'étaient donné rendez-vous au programme des matchs, bien sûr, mais aussi des ateliers de perfectionnement. Merci d'être avec nous. C'est un petit business qui fait polémique à Raivave aux Australes, la commercialisation de poissons d'aquarium. Récemment, un conflit a même éclaté entre un jeune entrepreneur de Tahiti, dont le père est originaire de l'île, et l'association Paguguya Gaivave, alors que l'entreprise devait effectuer sa première livraison. Les petits poissons que l'entrepreneur fait venir de Raivave ont été retenus sur place. La colère gronde, la petite activité est paralysée et une plainte a même été déposée. Le reportage d'Arthur Tiari et de Chiquita Teivadaruzes. Les membres de l'association de protection de Raivave se sont opposés à l'envoi de 12 cartons de poissons d'aquarium vers Tahiti. L'entrepreneur, Tetupu, avait ouvert sa petite entreprise sur le terrain de son père sans en avertir la population. Une population très conservatrice qui veut empêcher ce qu'elle considère comme du pillage. On nous a déjà rapporté qu'il avait déjà fait ce trafic-là ici à Raivave au niveau du bénitier. Qu'il est venu, qu'il a extrait des bénitiers vivants et puis qu'il les a fait partir sur propriété. Et là, aujourd'hui, il est encore de retour, mais pour autre chose encore. Maintenant, c'est sur les poissons, les espèces vivantes qu'il y a ici à Raivave. Et ça, on ne peut pas fermer les yeux et on ne peut pas laisser faire ces genres d'activités. J'ai pensé de faire sur Raivave sans connaître qu'il y avait le comité pour... Le comité Parou-Fénois ici à Raivave, alors que j'ai eu les autorisations du maire de Raivave. Tetupu a effectivement sa patente. Après avoir travaillé 10 ans dans une entreprise spécialisée dans l'aquariophilie, il a décidé d'ouvrir sa propre petite société à Tahiti avec des espèces provenant de l'île de Raivave. Sur place, étagère, appareil à oxygène, contrôleur de température, il s'est équipé pour préparer les poissons à l'expédition. Ce poisson-là, je peux exploiter suivant la DRM. Comme j'ai eu une autorisation de la DRM, ainsi que voilà, les papiers qu'il faut. Je suis dans mon droit d'exporter, de pêcher et d'exporter ces poissons. Des poissons qui resteront à l'aéroport. Face à la population venue en nombre, les gendarmes et le maire ont dû intervenir en tant que médiateurs. Il va porter plainte pour la prise en charge de sa perte. Et bon, également au niveau de l'association, on a parlé justement de leur côté. Ils ont tous les droits également. Bon, et après, c'est la justice qui va faire son travail. J'ai du fret, j'ai les poissons qui sont là, et j'ai les matériels qui sont ici. Avec tous les matériels que j'ai fait pour utiliser pour faire mon petit business là, ben là je perds tout là aujourd'hui là d'un coup. Entre les protecteurs de l'île de Raivave et Tetupu, l'entente semble difficile. Reste à savoir si les 2 parties s'accorderont sur un quota. Redonner de l'espoir aux personnes en situation d'exclusion, c'est la mission de l'association Emauta qui fête ses 25 ans d'existence ce mois-ci. Elle gère 6 centres d'accueil où l'accompagnement à la réinsertion est fondamental. Ce soir, nous nous intéressons à 2 d'entre eux, le Bon Samaritain qui accueille les hommes à partir de 18 ans et le foyer Te Arata qui s'occupe des familles en détresse. Kaline Nienard et Jérôme Lee. Une vie de famille seulement le week-end, c'est la situation de Tiaré et Tetouanoui, accueillis au centre Te Arata depuis 3 mois. Au début, ils ne voyaient leurs 2 garçons que le dimanche. C'est difficile, hein?
Et j'ai pu supporter tout ça. C'est pas facile. Et petit à petit, les enfants sont revenus avec nous. Du lundi au jeudi, les garçons vivent au centre d'accueil de l'enfance, Temanu Pererau. C'est pas facile aussi, mais heureusement, ce foyer il nous a beaucoup aidés. Chaque famille ils ont leur référent. Et notre référent, il est toujours là à nous faire comprendre. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des moments, il y a des bas. Trouver un logement pour le transformer en foyer, c'est le projet de cette famille. Mais avant tout, il faut tisser de solides liens entre parents et enfants. Pour les aider, Tiare et Tetouanoui sont accompagnés par un des 6 moniteurs éducateurs du centre et par des travailleurs sociaux de la DSFE. Il y a une qui est conseillère en économie sociale et familiale, des 2 éducateurs spécialisés qui nous aident sur le plan technique, justement pour s'assurer que ce projet, on va dire, d'accompagnement autour de la parentalité soit le plus efficace possible. Dans le centre voisin, le Bon Samaritain accueille des hommes. Sur 22 places disponibles, ils sont 13 aujourd'hui, répartis dans des dortoirs. Leur vie en communauté est organisée par les éducateurs. Chaque chambré a ses préparations de repas le matin et le soir, avec bien évidemment le ménage à faire, ça va de soi, c'est logique. Voilà, après on fait nous nos démarches, nous à titre personnel, avec le référent qui nous est attribué, on fait les démarches nécessaires. Des démarches de réinsertion professionnelle ou sociale, car ils signent un contrat de 3 mois avec le foyer. Et même s'ils peuvent prolonger leur séjour, l'objectif est de réaliser leur projet d'avenir. Le projet, il est vaste. Ça peut être un retour à la famille, ça peut être rechercher un emploi, ça peut être une personne qui a déjà un emploi mais qui s'est disputée avec sa compagne et qu'on l'a mis dehors. Donc, recherche d'un logement ou renouer avec le couple. L'association Emauta ouvre les portes de ses 6 centres d'accueil. Il est possible de les visiter dès lundi jusqu'au vendredi 10 décembre. Et pour parler plus en détail de l'accompagnement des personnes en situation de détresse sociale et du travail effectué par l'association Emauta depuis maintenant 25 ans, nous avons le plaisir de recevoir son président et fondateur, Manoté Agué. Bonsoir. Bonsoir. Manoté Agué, Emauta gère, en tout cas a sous sa responsabilité 6 centres d'accueil, chacun spécialisé. Les femmes, les enfants, les familles. Est-ce qu'en 25 ans, Manoté Agué, la détresse sociale en Polynésie s'est aggravée? Alors, on peut dire qu'en tout cas, elle ne s'est pas améliorée. Voilà. Elle s'est aggravée dans certaines situations. En termes de nombre de personnes, on a toujours été au complet. Donc, les capacités d'hébergement répondent à une attente. Hein. D'autant plus que nos foyers n'hébergent pas les personnes sur une très longue durée. Donc, nous avons un turnover qui nous permet d'accueillir beaucoup de situations. Voilà. En fait, on se retrouve aujourd'hui avec des situations assez compliquées, c'est vrai. Comment ça se passe justement sur l'après-centre d'accueil, puisqu'on a entendu dans ce reportage qu'il y a un projet au-delà d'une période de 3 mois? Quelle analyse vous pouvez faire sur le travail effectué après le centre d'accueil? Alors, pour le Bon Samaritain et Te Arata que l'on vient de voir, ce centre pour l'accueil des familles, sur ce reportage, en effet, nous donnons des échéances de 3 mois renouvelables, bien évidemment. Il n'est pas question de mettre les gens dehors sans projet. Hein. L'objectif, c'est de trouver un projet qui soit spécifique à chaque situation, que ce soit un homme seul ou une famille. Et toutes les équipes que nous avons dans nos foyers s'organisent pour accompagner chacune des situations. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls dans ce travail, puisque nous travaillons étroitement avec l'ensemble des dispositifs que le pays a mis en place, que ce soit la DSFE, le CEFI ou que sais-je. Justement, il est essentiel ce travail, et notamment ces passerelles sont essentielles avec justement la DSFE pour la gestion de chaque cas. Oui, alors la DSFE, bien évidemment, c'est notre organisme de tutelle, puisque c'est elle qui vient vérifier le travail que nous réalisons, les objectifs, voir si ça correspond aux objectifs définis par le pays, bien évidemment. Parce que vous touchez des subventions aussi. Voilà, alors nous touchons des subventions du pays,
qui sont attribués par la PSG, en 2 mots. Près de 200 millions à peu près. Un peu plus pour administrer nos 6 foyers, nous sommes arrivés aujourd'hui à une enveloppe d'un peu plus de 200 millions qui prend en charge pour l'essentiel les salaires. Nous avons un peu plus de 60 salariés, mais également une partie du fonctionnement, puisque dès lors que nous sommes une association, nous devons également apporter notre part. Très rapidement, Manoté Agué, vous avez fondé il y a quelques années une fédération des organismes socio-éducatifs avec notamment Tepu Oteho et SOS Village, on en parlait il y a un instant. Quel est l'objectif sur les prochaines années, rapidement? Alors justement, face à tous ces défis d'ordre sociaux auxquels nous sommes affrontés, il est nécessaire que nous parlions d'une même voix auprès des autorités du pays, parce que nous sommes partenaires avec les autorités du pays et il faut qu'il y ait une concorde pour que les personnes que nous recevons dans nos structures trouvent un moyen équilibré pour pouvoir se sortir, trouver un nouveau chemin et être accompagné avec intelligence. Travailler main dans la main, en tout cas, avec les autorités. Merci beaucoup, Manoté Agué, président de l'association Emmaouta. On rappelle que les journées portes ouvertes sont possibles dans les 6 centres d'accueil jusqu'au 10 décembre. Une belle mobilisation aujourd'hui à l'école Tamahana de Haroué. Des parents et des enfants ont dansé et se sont affrontés dans plusieurs jeux, tout cela au bénéfice d'une œuvre caritative pour Mouehou, un jeune garçon atteint d'une leucémie. Des billets ont été vendus, des dons récoltés. Cette action est une initiative de la classe de CM2 du petit garçon de 11 ans qui suit actuellement sa 3e cure de chimiothérapie. Il est accompagné en métropole dans ce combat par sa maman. Chaque jour, une page Facebook, le journal de Mouehou, donne de ses nouvelles. Une levée de fonds a même été mise en place par son club de natation. Vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site internet. La Sainte Barbe, la sainte patronne des pompiers, était célébrée aujourd'hui à la mairie de Punaouia. Le haut-commissaire était présent pour saluer l'engagement sans limite de nos soldats du feu et le soutien à nos populations en difficulté. En Polynésie, il y a plus de 700 sapeurs-pompiers professionnels communaux et volontaires confondus. Ils sont répartis sur une trentaine de centres d'incendie et de secours. Direction les Tuamotu désormais, après la commission d'information du nucléaire et le haut-commissaire, une autre délégation, mais du commandement du service militaire adapté, était en visite durant toute la journée d'hier à Ho. Les responsables ont pu constater l'état des infrastructures qui vont être mises à disposition pour l'installation des premiers militaires du RSMA. La surface foncière du futur régiment a également été trouvée. Le terrain fait environ 4 hectares. Les premiers travaux vont débuter mi-2022 et sont attendus avec impatience par la population locale. Je vous propose d'écouter 2 gradés de l'armée au micro de Mathieu Allo, le chef d'état-major du commandement du SMA, qui nous parle de l'ambition en Polynésie et particulièrement à Ho, ainsi que le chef de corps du RSMA Polynésie, qui nous détaille l'installation à venir. La lettre de mission qui nous a été fixée par le cabinet directement du président a été de nous dire pensez le SMA de 2021, le SMA du futur. Donc il faut que justement on essaye de regarder vraiment ce qui collera le mieux aux besoins ici de la Polynésie, de la population, face aux défis qui sont ceux de ces atolls dans les années à venir. L'idée était bien de pouvoir visiter les infrastructures que la commune pourra mettre à notre disposition, à la fois pour notre première installation. On pourra s'appuyer sur l'école maternelle et une partie du dispensaire, ainsi que sur le CETAD avec lequel nous discutons pour pouvoir mutualiser certaines formations. Et puis il s'agit également de voir quel terrain pourrait nous être attribué afin qu'on puisse construire la compagnie dans des délais futurs. Notre principale difficulté, ce sera d'avoir à construire des bâtiments dans un délai imparti qui est assez court, tout en maintenant une formation au profit de nos stagiaires. Cela va faire bientôt 2 ans que le coronavirus est arrivé au Whenua et durant cette longue période, plusieurs mesures sanitaires ont été décidées ou même imposées par les autorités. Par exemple, le port du masque, le confinement, la vaccination ou encore le pass sanitaire. Tout cela afin de garantir la sécurité de tous. Aujourd'hui, quel regard porte la population sur ces mesures restrictives? James O et Marcel Bono sont allés poser la question à quelques habitants de Tahiti.
C'est un agenda du week-end bien chargé pour la Fédération tahitienne de football. Ce matin, au stade Louis-Ganivet de Fa'a, les tout-petits avaient rendez-vous pour le dernier festival avant les vacances de décembre. Ambiance conviviale et festive à en faire presque oublier les contraintes liées à la crise sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Hein? Même si quand tu regardes les médias, il y a de la pression, tu vois que la maladie ailleurs, c'est toujours aussi élevé. Hein? Mais ici, chez nous, les gens, ça va, ils s'éloignent un peu. Hein. Ils ne vont pas aller dans des endroits où il y a du monde et puis ne pas porter de masque, bien sûr. Quoi. Je ne sais pas si on peut dire si c'est la vie qui reprend dessus, mais je dis maintenant, on fait avec. Puis voilà, il y a des endroits où il faut le masque, il y a des endroits où il ne faut pas le masque, et puis on voit que personne n'a le masque, et puis voilà. Hein. Et voilà, puis la vie continue. Il y a tantôt, comme je disais, pendant tout le long de marche, chacun ne portait plus parce qu'ils encourageaient, ils se sont étouffés. C'est pour ça d'un côté, ils ont décidé de retirer leur masque. Depuis le 1er décembre, le pass sanitaire est venu s'ajouter à la liste des restrictions imposées par les autorités, une mesure qui ne fait pas l'unanimité au Fénois. Le pass sanitaire, écoute, franchement ici, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais on n'entend plus parler de cette maladie-là pendant un moment. J'espère pas que ça revienne, hein, mais le pass sanitaire ici, je ne vois pas vraiment l'utilité. Je suis complètement pas pour, hein. C'est tout, hein, pass sanitaire, non. Gardez votre pass sanitaire et puis voilà, non, je ne suis pas pour le pass sanitaire. Du côté de la présidence, il y avait une forte affluence ce matin. En effet, le gouvernement a décidé de généraliser la 3e dose du vaccin contre la Covid-19 et malgré la menace bien réelle d'une nouvelle vague épidémique, la majorité des personnes espèrent la levée progressive des contraintes sanitaires. Quand on parle de contraintes, en fait, c'est clair que porter le masque tous les jours, surtout au travail, parce qu'on le porte au travail, c'est pas évident. C'est pour me protéger déjà, vu que je travaille dans un établissement recevant du public, donc du coup, c'est pour me protéger ma famille. Et les enfants à l'école? Les enfants à l'école, je pense que c'est un peu le même principe, mais ça doit être un peu plus dur pour eux d'être dans une salle de classe avec un masque. Cette semaine, le Conseil des ministres a décidé de proroger l'obligation du port du masque dans les établissements recevant du public et dans certains lieux clos jusqu'au 1er mars 2022. Direction la Nouvelle-Calédonie, où la population peut de nouveau voyager car les frontières sont ouvertes. Le gouvernement l'a annoncé cette semaine et depuis, les Calédoniens réservent, achètent ou programment à nouveau des vacances à destination de l'Europe ou de la Polynésie notamment. Dave Waeo-Nasson et Karawian sont allés interroger quelques-uns de ces voyageurs impatients de reprendre l'avion. Parmi les premiers clients d'Aircalin, Mireille. Après l'annonce de la réouverture du ciel calédonien hier par le gouvernement, elle et sa famille ont décidé de passer les fêtes en Polynésie. Elle est venue tôt ce matin acheter leur billet d'avion. Enfin, on peut déjà venir prendre nos billets. Ça fait 2 ans qu'on attend d'aller voir la famille sur Tahiti et du coup là, ça nous fait un souffle. D'autres ont été plus réactifs et ont acheté leur billet d'avion sur Internet. Ils sont venus en agence en savoir plus sur le protocole sanitaire en vigueur sur Aircalin. Je suis venu pour prendre des renseignements par rapport au protocole sanitaire. Comme j'avais attrapé le Covid et du coup je suis venu un peu me renseigner. Je me suis renseigné au téléphone, mais bon, c'est pas terrible de prendre des renseignements par téléphone. Du coup, je préférais me rendre sur place. Pour cette reprise des vols commerciaux, Aircalin assure qu'il n'y aura pas de hausse du prix du billet d'avion. Nous avons 4 vols vers Tokyo avec les correspondances avec nos partenaires vers Paris qui opèrent dès maintenant. 2 vols supplémentaires sont d'ailleurs prévus aussi les 16 décembre et 27 décembre. Et puis à partir du mois de janvier, nous aurons entre 5 et 6 vols hebdomadaires pour la desserte de la métropole dans les 2 sens. À partir du 23 décembre, nous reprenons la route vers la Polynésie française avec un vol hebdomadaire vers Tahiti. Et puis la desserte de Sydney à partir du mois de janvier avec 2 vols par semaine, dont un qui sera exclusivement réservé aux évacuations sanitaires et au cargo. Aircalin précise que pour l'instant, les règles sanitaires ne permettent pas de reprendre des vols commerciaux vers Auckland, Brisbane ou encore le Vanuatu.
Retour au Fénois, c'était journée polynésienne hier au lycée d'Uturoa à Raiatea, une tradition annuelle qui offre la possibilité aux plus d'1 millier d'élèves de mettre en place leurs ateliers artistiques, culinaires ou sportifs. Ces derniers ont rencontré beaucoup de succès. Il y avait une très bonne ambiance au LUT d'Uturoa entre personnel de l'établissement et les élèves. Les chemises et les robes à fleurs étaient bien sûr à l'honneur, comme vous pouvez le voir sur ces images de notre correspondant Julien Vescovali. Retour à Tahiti, la 25e édition de la Corrida de Fa'a, célèbre course à pied sur goudron de 8 km. C'était il y a un peu plus d'1 heure entre Aoué et Heiri. Pour le parcours, il s'agissait d'un aller-retour sur la route des ceintures qui traverse Fa'a. L'événement était organisé par la section athlétisme de la Estefana. Il y avait une centaine de participants. Chez les hommes, c'est Benjamin Zorniotti qui s'est imposé en 27 minutes et 48 secondes. Il a devancé Teva Poulain et Teiva Izal. Chez les femmes, Salomé de Barthès est arrivée première. C'est d'abord elle que l'on écoute. Les deux gagnants du jour sont au micro de Jérôme Lee. J'ai essayé de me contenir au début et je pense que malgré tout, je suis quand même partie vite parce que au bout de 3 km, j'ai senti qu'il allait falloir que je gère un peu mieux. Et après, une fois que je me suis recalée, ça s'est bien passé et j'ai fini comme je voulais la course. On est parti à 5, j'ai laissé Jean-Marc faire le tempo et j'ai laissé les rênes aux autres cette fois-ci. Et à un moment donné, j'ai mis une grosse attaque au 5e kilomètre dans la bosse d'Air Tahiti Nui. Et puis voilà, ça a fait le trou. Teva s'est accroché à distance, donc j'ai dû maintenir le tempo. Et puis voilà, je finis avec une petite avance. Zorniotti et de Barthès étaient interrogés par Jérôme Lee. Sport toujours, les écoles de rugby de Tahiti étaient réunies aujourd'hui du côté de Aroué pour une grande journée de promotion de l'Ovalie. Auprès des moins de 8 ans et des moins de 12 ans, il y avait plus d'une centaine d'enfants. Des ateliers et des confrontations ont été organisés. L'occasion de constater qu'au niveau du rugby local, il y a un vrai potentiel. Heyar Itahiata et Sandro Lee étaient au stade. Et donc copain, il va faire quoi? Et tu vas mettre quoi? Dans ces ateliers, l'enthousiasme des jeunes est débordant. Ils ont l'occasion de s'exercer avant d'affronter les copains des autres clubs. Alors, tu t'amuses bien? Oui. Qu'est-ce que tu apprends là? Donc, on apprend de faire des passes. Je trouve que ce qu'on fait est très bien. Vous apprenez quoi? À faire des passes? À faire des passes et à les réceptionner. Ok, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Il y a 3 ateliers. D'abord les passes, ensuite le surnombre, travail à 2 contre 1, et enfin, le plus apprécié de tous, le plaquage. Ici, ils apprennent les bons mouvements pour éviter au maximum de se blesser. Comment on fait un plaquage? On ceinture là et on serre pour le faire tomber. Après, mais il faudra que tu gardes ton oreille là à la taille, comme ça. Et après, tu la fais tomber. Place ensuite au match. Pas de plaquage, seulement ce qu'on appelle le ceinturé, c'est-à-dire agripper l'adversaire par la ceinture sans le faire tomber. Mais le plaisir est toujours là. C'est top. Tu joues collectif, c'est un peu mieux que le football parce que football, tu joues avec les pieds et avec le rugby, tu joues avec les mains. Encadré par la Fédération française de rugby, cet événement a pour but d'accompagner les jeunes dans la découverte de ce sport et de repérer leur potentiel. On se bat pour aller chercher les jeunes. On essaye de trouver des moyens avec les organismes compétents pour, entre guillemets, séduire les jeunes des quartiers, les amener à notre sport. Parce qu'on sait tous que les Polynésiens, à la base, sont les meilleurs au monde dans ce sport. Les All Blacks sont des Polynésiens, sont des Maoris. Vous êtes des Maoris, mais c'est pareil, quoi. Les jeunes ont encore le temps d'apprendre. Ils devront déjà attendre la catégorie U14 avant de goûter au plaquage pendant les matchs et voir s'ils vont vraiment continuer ou pas. Et j'espère que vous avez bien retenu la leçon de plaquage. Pour terminer, ce phénomène que certains ont pu admirer aujourd'hui en début d'après-midi au large de Punaauia, une trombe marine a été aperçue. Il s'agit d'une colonne d'air mélangée à de l'eau qui se forme lorsque les conditions sont très instables et que l'air froid passe au-dessus d'eau chaude.
Voilà pour l'information de ce samedi 4 décembre. À retenir ce soir les 25 ans de l'association Emauta qui gère aujourd'hui 6 centres d'accueil pour les personnes en difficulté, les mineurs, les femmes, les familles. Depuis toutes ces années, plusieurs centaines de personnes ont été accompagnées. À la télévision ce samedi soir sur Polynésie la Première, 2 épisodes de la série colombienne Bolivar, puis 2 épisodes de la série américaine Homeland. Merci beaucoup de rester fidèles au rendez-vous de l'information. Demain en radio, c'est à 6h30 qu'est prévu le premier journal. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir. Prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.